émission est présentée par Humania Assurance. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue au débat des finances. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche pas mal tout le monde. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Est-ce que ça vient impacter votre vie, autant vos relations humaines, votre santé mentale? On va démystifier le tout aujourd'hui. Et j'ai hâte d'aller voir Jade qui est avec nous aujourd'hui, puis lui demander la question, est-ce que pour toi, Jade, ça fait le bonheur, l'argent? En fait, Caroline, moi, je dis souvent, moi, à mon avis, elle fait pas le bonheur, mais je dis souvent que ça change vraiment quelque chose. Tu sais, comme le slogan de l'Auto-Québec, là, ça change pas le monde, sauf que je pense que ça a un impact significatif dans la vie des gens, l'argent. Puis, je pense à des statistiques pour nous, hein? Ben oui, certainement. En fait, moi, je dis souvent que je me situe dans le 57 des Canadiens qui disent que l'argent contribue au bonheur. En fait, c'est une statistique d'un sondage léger qui a été fait en 2022. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'on va pouvoir en jaser avec nos invités aujourd'hui. Bien, justement, allons les rejoindre, nos invités. Je vous présente Jean-Philippe Lemieux, conseiller en sécurité financière. Allô, enchanté. Enchanté, Jean-Philippe, et Julie Lemieux aussi. Bonjour. Ils ne sont pas frères et Non. sœurs. Ils travaillent dans le même bureau, par exemple, Excellence Services Financiers. Bienvenue sur le plateau. Je suis curieuse de savoir, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que l'argent fait le bonheur? Julie, tu dirais quoi? Assurément, dans la même veine que Jade, ça constitue pas le bonheur en tant que tel, mais ça peut grandement aider, évidemment. Jean-Philippe, de ton côté? Est-ce que l'argent rend réellement heureux? Moi, je pense que non. Il faut trouver ce qui va vraiment être aligné à nos valeurs. Donc, l'argent peut aider, va aider au début, mais demander à un millionnaire s'il est vraiment plus heureux, ça va dépendre de comment il gère son argent, mais comment il va extérioriser ses passions, s'il va toucher réellement ses valeurs profondes. De quelle façon il va l'utiliser aussi, son argent, j'imagine? L'argent va être un outil pour atteindre nos objectifs qui doivent être liés à nos valeurs. Ça fait bien du sens. Puis j'ai de la misère à comprendre aujourd'hui l'enjeu qu'on a avec les gens qui, justement, ne sont pas si heureux que ça. Ils se posent souvent pas la question. Ça part souvent de l'argent, justement. Puis une des choses qu'on voit beaucoup, c'est l'endettement, le style de vie qui surpasse la capacité financière. Est-ce que vous en voyez dans votre pratique des choses comme ça? Assurément, tous les jours. Tous les jours et de plus en plus, malheureusement. Pourquoi vous pensez que les gens s'endettent comme ça pour vivre une vie qu'ils n'ont pas les moyens? Ben, ça peut être plusieurs raisons. À la base, juste l'éducation financière. Hein, si on n'a pas de littératie financière, puis on sait pas trop, on fait pas de budget, on n'a pas d'objectif à moyen et long terme, ça va pas aider. Puis on veut peut-être s'acheter rapidement du petit bonheur passager. Mais le problème, c'est que ça va créer un stress financier au final. Exactement. Le stress, est-ce que c'est ça être heureux? J'en doute. Exactement. Puis ça se peut-tu que ce soit dans les générations d'aujourd'hui que avec les réseaux sociaux, les médias qu'on a accès, les gens ont toute l'air à vivre une vie de luxe. Ça l'apporte, cette génération-là. Je dirais peut-être plus 25-35. Ah, puis même au-delà de ça, là, c'est vrai qu'on se compare beaucoup. On veut ce que les autres ont, on veut ce qui est à la mode, on veut faire partie de la gang aussi. Hein? Puis je dis que ça va au-delà de 35 ans, mais ça va aussi en dessous de 25 ans. Puis c'est ceux-là qu'il va falloir aller encadrer puis renseigner parce que demain, ça va faire mal, là. Exactement. Puis aujourd'hui, les gens, pour se payer un niveau de vie super hot, qu'est-ce qu'ils font? Souvent, ils s'endettent. Qu'est-ce qui se passe avec l'endettement? Comment on fait pour gérer ça, rendu à un certain âge, pour se sortir de là ou pour faire en sorte de ne pas s'endetter? Comment on pourrait gérer ça? Jean-Philippe? Ben écoute, il faut faire un budget. Là, parce que là, si on voit qu'il y a un problème financier, là, puis d'une semaine à l'autre, on court après notre paye pour payer, puis là, on ne voit plus la sortie, le budget va aider déjà à la base. Puis faire un budget, le faire, c'est une chose, tout le monde peut le faire, mais le suivre, Ouais. dépendamment de notre type de personnalité, il y en a qui vont avoir plus de difficultés que d'autres. Une personne qui est plus analytique, probablement que j'aurais même pas besoin de lui donner ce conseil-là. Il y en a un budget. Il est sur Excel, il y a des tableaux, il est très détaillé, puis il sait exactement où il s'en va. Une personne plus expressive comme moi, probablement pas de budget. Puis de suivre un budget, ça va être plus difficile. Alors là, mets des couleurs, prends la feuille 8,5 11, mets-la sur le côté, une ligne dans le milieu, donne-toi des récompenses. Hein? On a atteint on a réussi à faire des micro-objectifs, je me récompense comme ça. Ça va aider les personnes expressives à se suivre.
les personnes Puis à plus... s'encourager. Ouais. Ceux qui sont plus amiables, ben faites-le ensemble. Conjoint, famille. amis, famille, mettez le côté vraiment humain, la chose. Puis c'est quoi ton avis là-dessus? Parler d'argent entre amis, ah oui, ça se fait ça? Ah ben tout à fait. Puis c'est important de le faire aussi. Hein. Au Québec, on parle pas beaucoup de combien on fait. On est très, très, très modeste sur ce côté-là, ce qui est pas une mauvaise chose. Mais d'en parler, ça nous fait voir plusieurs réalités différentes. Ça nous fait voir aussi plusieurs façons de gérer différemment. Puis ça nous permet aussi peut-être de se faire mettre en contact avec la bonne personne qui va nous aider à atteindre nos objectifs. Caroline, je dirais aussi que je voudrais apporter un autre élément important. Que je pense que c'est pas nécessairement l'argent, tu sais, le niveau, le revenu en soi qui fait le bonheur. Je pense que c'est ce qu'on fait avec l'argent qu'on reçoit. J'avais lu une statistique, bien, je vais vous la lire en fait, une étude de Gallup en 2023 qu'on dit que les gens deviennent plus heureux à partir de 75 000 jusqu'à 100 000 US, puis qu'après ça, c'est comme... Ça stagne. Ça stagne, tu sais. Puis souvent, on va se comparer, puis on va comparer... mais on vit pas dans les culottes de nos amis non plus. On vit pas, tu sais, ce que nos voisins vivent comme stress financier. On voit juste leur piscine, on voit juste leur gazon bien tondu, on voit juste, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont. Mais en même temps, on n'est pas dans leur culotte. On sait pas s'ils vivent du stress financier. Fait que, tu sais, des fois, je dis, des fois, on gagne plus de revenus, mais nos dépenses augmentent aussi avec le temps. On peut gagner 50 000 par année, puis être super bien parce que notre style de vie est plus bas, puis pas avoir de stress, pas vivre de stress. L'être humain a une grande capacité d'adaptation aussi. Hein? Fait que si aujourd'hui, quelqu'un fait 50 000, puis que du jour au lendemain, il fait 100 000, ça sera pas très, très long avant qu'il y ajuste son rythme de vie à 100 000, puis ça va être la même chose quand il va faire 150. Fait que c'est pour ça que c'est important de savoir ce qui est vraiment important pour nous, justement, parce que qu'on fasse 50 000, 75 ou 100, la réponse ne devrait pas changer. Quand on vient travailler ces objectifs, là, c'est quoi qui fait... C'est pas je veux pas... Mon objectif, c'est de faire 200 000 par année. Mais c'est pas vraiment un objectif qui va te faire vibrer intérieurement. Ça va pas chercher les valeurs. Tu sais, c'est quoi qui va te faire triper dans la vie? C'est quoi tes valeurs? T'es bien dans quoi? Tu cherches-tu de l'équilibre? Tu cherches-tu des valeurs de famille? Tu cherches-tu l'innovation, l'engagement, porter une cause? Qu'est-ce qui fait que dans ta vie, t'es bien et tu te sens sur ton X? Une fois qu'on a gratté ce côté-là, on est plus capable de déterminer nos objectifs court, moyen, long terme. Puis après ça, on mettra un signe de pièce, puis de trouver les stratégies, puis on va les aider à justement atteindre tel niveau de leur objectif. Mais l'argent ne devrait pas être au départ dans les objectifs. C'est vraiment plus les valeurs profondes de la personne parce que c'est là qu'on va être heureux, qu'on va se sentir bien. Il y a une corrélation entre les émotions et l'argent aussi. Assurément. C'est sûr. C'est direct. Oui. Puis même des achats à court terme, hein, on peut penser que c'est la dopamine, Ben oui. c'est le bonheur instantané, tu sais. Et il peut y avoir un lendemain de veille à ça. Oui, exactement. Parce que c'est la même hormone qui est sécrétée. Oui, c'est vrai. Quand on parle de tout ça, c'est super, mais est-ce que j'aurais tendance à parler du fait que les gens investissent pas assez rapidement dès le jeune âge, dès leur première paye, dès qu'ils ont un premier emploi? J'ai l'impression qu'ils profitent un peu trop de la vie, qu'ils oublient de mettre de l'argent de côté. Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne façon de s'enrichir et d'enlever les stress sur du long terme? Carrément. C'est pas une bonne façon, c'est la meilleure façon. Commencer tôt, là, c'est la loi des nombres. C'est exponentiel. Puis, le fait de commencer tôt, c'est plein de choses aussi. C'est que ça va justement être une éducation financière, puis on va devenir plus aguerri. Notre profil d'investisseur va être plus enrichi. On va être capable de faire peut-être des placements, je dis plus risqués, mais ça reste que plus on connaît les choses, plus on est capable de déterminer le court, moyen, long terme. Justement, on va utiliser plusieurs types de placements, puis carrément, c'est la loi des nombres, c'est exponentiel, puis plus que 20 ans et plus, là, ça va... C'est là qu'on réussit à faire des gros chiffres. Le pouvoir des intérêts composés, comme on dit, hein? Bien, j'ai fait un exercice en me préparant à l'émission. 20 $ à partir de l'âge de 18 ans par semaine. À 60 ans, avec un rendement là, approximatif de 8 on est rendu à 340 000. Si on l'a placé dans un CELI, là, ce 20 $-là, c'est 340 000 libres d'impôts à l'âge de 60 ans.
c'est beaucoup d'argent. C'est une super belle stratégie. Puis est-ce que vous pensez qu'on peut juste se fier sur nos fonds de pension qu'on va gagner, sur peut-être l'argent qu'on va réussir à mettre de côté dans la maison avec l'immobilier qui va être suffisant? Ou vous pensez vraiment que mettre de l'argent de côté, maximiser vos placements, c'est important? Bien, poser la question, c'est y répondre. Hein? Clairement que oui, tu sais, c'est beau le régime de pension, mais sait-on vraiment si, on va finir notre retraite là, si on va se rendre jusque-là? Maintenant, aujourd'hui, on bouge, hein? Donc, il ne faut pas se fier à juste ça. On ne sait pas non plus la santé, si elle va suivre jusqu'au bout. Donc, il y a des protections à se mettre, tout ça. Donc, on va justement... c'est un panier, hein? C'est un panier. On va justement en parler après la pause. On n'a pas le choix d'y aller, mais revenez-nous, restez là. On vous revient avec plein d'autres sujets. Nous sommes de retour de la pause. On vous a parlé, est-ce que l'argent fait le bonheur? On a des oui, on a des non, mais c'est très large, c'est très complexe comme sujet. Effectivement, aujourd'hui, là, on va vous donner des conseils puis des façons de réfléchir, des stratégies pour justement optimiser votre bonheur avec l'argent que vous avez, hein, parce que c'est pas tout le monde qui gagne des gros salaires. On le sait, là, comme Jade disait tantôt, 50 des gens au Québec gagnent moins de 50 000 par année. Je pense que c'est ça la statistique. Oui, exactement. Donc, souvent, c'est des revenus qui sont bas, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Je pense qu'avec le budget, comme Jean-Philippe a parlé tantôt, il y a plein de stratégies. On va continuer là-dessus parce que les véhicules de placement sont super importants. La tolérance au risque, j'aurais le goût de vous entendre là-dessus. Est-ce que souvent, les gens sont bien investis ou il y a moyen d'améliorer les choses, là? Souvent, les gens vont pas nécessairement connaître tous les régimes de placement disponibles. Fait qu'on est là pour les aider, les aiguiller à choisir le ou les bons régimes de placement. T'sais, une fois qu'on sait nos objectifs et qu'on veut aller vers ceux-ci, on fait quoi? T'sais, on va-tu dans le REER? On va-tu dans le CELI? Si c'est acheter une maison, l'objectif, premièrement, ben, c'est-tu vraiment un objectif très profond? On a-tu fait le tour de la question? Mais si c'est ça, le CELIAP, hein, qui est le nouveau régime, là, qui a 3 ans, je pense, cette année. Les gens nous disent souvent dans quoi je peux investir mon CELI, mon REER, ils ne sont pas trop certains, mais on peut mettre ça dans des profils croissance, équilibrés, prudents. Je pense que... Absolument. Puis c'est là aussi, ça, c'est super important ce que tu dis, parce que le profil d'investisseur, là, on prend pas ça. C'est très important. Faut pas faire ça vite, là, parce que c'est là qu'on va avoir une bonne expérience d'investissement ou une moins bonne expérience d'investissement. Une moins bonne expérience d'investissement, là, c'est quand on est stressé. Puis que on peut faire des erreurs émotives à ce moment-là. Dans le sens que on serait investi dans quelque chose de trop croissance, donc trop de variations de nos placements, le stress embarque parce que ça a baissé. Ou le contraire. On pourrait avoir envie de plus de rendement, puis avoir toujours entendu parler de CPG, puis d'avoir des investissements là-dedans. CPG pour les auditeurs. Ah oui, certificat de placement garanti. Donc, des revenus... faibles avec une garantie, une échéance. Une garantie, une échéance, puis une tolérance au risque assez nulle. faible. Ça crée de la frustration. Des fois, j'ai beaucoup des clients qui ont été longtemps dans ce type de placement-là, puis que carrément, il y avait un profil beaucoup plus équilibré, voire même croissance et audacieux, puis qui était dans des certificats de placement garantis parce que c'était simple, c'était facile. Puis la personne, le conseiller, conseillère, avait pas été gratté plus loin. Puis bon, on passe à un autre client, puis un autre client. Mais après quelques années, la personne se rend compte tout ce qu'elle a laissé sur la table. Ça crée de la frustration aussi. Donc, c'est vraiment important, ce côté-là. C'est vraiment le profil d'investisseur vient vraiment démontrer c'est quoi le type de risque dans lequel on est prêt à s'investir. C'est bien ça, il y a un questionnaire qui est posé, puis tout ça, juste pour les auditeurs. Oui, puis c'est important aussi, normalement, le profil d'investisseur devrait être fait aux 2 ou aux 3 ans, puis c'est important de le refaire parce que la situation financière change. On achète une maison, on a un enfant, on change d'emploi. C'est tous des aspects qui font que le profil peut changer. Fait que c'est important de le revoir, puis de revoir cette conversation-là avec votre conseiller à toutes les 2-3 ans. On voit souvent les gens, justement, on parle de bonheur, le stress est interrelié ensemble. Les gens stressés ne sont pas heureux. Et ce qu'on voit beaucoup dans notre génération, c'est l'achat de la maison le plus vite possible. Souvent, on va tout mettre l'argent en premier sans nécessairement, ensuite de ça, penser à
se mettre de l'argent de côté pour les imprévus. En voyez-vous des choses comme ça? Qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là? Voisin gonflable, hein, on disait ça avant. Maintenant, les réseaux sociaux, on voit tout ce qui est beau. On peut penser qu'on veut une maison, mais c'est pourquoi tu veux une maison? C'est juste parce que tu veux être bien chez toi? Tu veux avoir un bien-être, puis une liberté, puis peut-être que c'est pas une maison. Un loyer peut très bien donner ça aussi, là. Donc, faut découvrir réellement si c'est ça qu'on recherche, parce qu'avoir une maison trop chère, aller au top de ce qu'on se fait dire qu'on peut aller par notre banque ou la notre banque, institution. ouais, ben, tu sais, on se met à problème, là. Puis là, c'est le stress qui embarque, puis ça sera pas nécessairement une belle ride, comme on dit. Puis par le passé, les gens allaient en loyer, les loyers étaient plus bas, ça nous permettait de mettre de l'argent de côté, fait que partir de chez papa-maman, puis c'est ça. Mais actuellement, les hypothèques et les loyers sont sensiblement les mêmes. Ouais. Fait que quelqu'un qui part de chez papa-maman puis qui s'en va en loyer va avoir beaucoup plus de difficultés maintenant qu'il y a 20 ans à mettre de l'argent de côté. Fait que on peut repousser le fait de partir de chez papa-maman à plus tard ou on peut regarder une stratégie qui est différente. Mais ça, c'est le genre de conversation à avoir aussi avec son conseiller en sécurité financière. Tout à fait. Est-ce que vous pensez que le stress est relié aussi aux problématiques d'invalidité, maladies graves? Est-ce que Ah, mon Dieu. Écoute, une maladie grave, on n'en veut tous pas, là. OK? Mais si ça survient, puis t'es pas prêt, puis t'as pas de protection, il va y avoir un stress financier. Je veux dire, on a une famille, par exemple, puis la maladie frappe. On va faire quoi, là? Il y a un salaire de moins dans la maison. L'autre va être obligé de prendre des congés, s'occuper. Donc, il y a un stress financier énorme. Puis ça, là, il y a plein d'études là-dessus. Puis même à l'hôpital, les employés, les infirmières le voient. Il y a un stress réel sur les gens qui sont en maladie. Est-ce que la voie vers la guérison, selon vous, c'est mieux si on n'est pas stressé ou si on est stressé? à cause de l'argent? Oui. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il existe des protections pour nous empêcher d'avoir ce stress-là puis se rétablir rapidement. Complètement. La seule chose, c'est que les gens n'ont pas envie d'en parler parce que de l'assurance, c'est plate, c'est pas sexy. Mais le papier de toilette, c'est plate, c'est pas sexy, puis on s'en passerait pas. Exact. Fait que c'est un petit peu la même chose. C'est important d'en parler. C'est important aussi d'expliquer la différence entre une assurance vie, une assurance invalidité, une assurance maladie grave. Les gens sont portés à tout mettre dans le même panier. Ah, j'en ai de l'assurance. C'est quoi l'assurance que tu as? Moi, je dis souvent qu'être bien protégé, je reviens à ma phrase du début, ça change pas le monde, sauf que ça te permet de pouvoir te concentrer sur ce qui est le plus important, ta santé. Assurément. Puis de justement être en traitement à l'hôpital, d'être en traitement ou à la maison, parce qu'il y a de plus en plus de traitements à la maison, puis de ne pas se tracasser financièrement comment que je vais faire pour payer les billes à la fin du mois. C'est un très beau cadeau de se faire, puis nécessaire, effectivement. Complètement. C'est s'occuper de soi, s'occuper de ceux qu'on aime. Tu sais, c'est une maladie grave, on reçoit l'argent, là, on peut penser qu'on va aller... on a du temps pour guérir. C'est ça notre combat, là. C'est pas retourner au travail le plus vite parce que je vais perdre la maison. Tu sais, voyons. Décédé, là, le chèque qui arrive là, d'une assurance vie, ben, en réalité, c'est quoi? Ça dit, voici l'argent, puis c'est « je t'aime » à côté. C'est pour s'occuper de ceux qui restent. C'est des émotions, c'est pas juste un produit financier plate, là. C'est réel, ça a rapport, puis c'est ultra important. Moi, je dis souvent que l'assurance vie, quand on a des enfants ou quand on a une famille, c'est un geste d'amour et de respect envers sa famille. Assurément. Et j'ai envie de vous entendre sur le fait comment qu'on pourrait faire pour s'assurer d'être heureux en ayant bien géré notre argent. Est-ce que ça passe par l'éducation financière qui, me semble, dans notre génération d'aujourd'hui, est déficiente à plusieurs niveaux? Complètement déficiente, complètement. À place d'apprendre le PIB, peut-être qu'à l'école, on pourrait apprendre à faire un budget. Là, ça nous servirait un petit peu plus dans la vie de tous les jours. Il y a aussi l'historique familial. Hein? Ça dépend aussi d'où est-ce qu'on vient. Il y a des gens qui en ont entendu plus parler dans le passé, d'autres gens qui n'en ont pas entendu parler, fait qu'ils n'ont pas fait le leg à leurs enfants. Je pense que le plus beau cadeau qu'un parent peut faire à son enfant à 18 ans, c'est de dire « J'ai pris rendez-vous avec mon conseiller pour toi ». Puis il va te faire un petit crash course pour savoir vers quoi on s'en va, là. Là, tu es rendu un adulte, là. Qu'est-ce que ça fait un adulte? Commencer à les responsabiliser Exact. dès leur jeune âge, tout de suite, dès leur premier travail, commencer à leur mettre de l'argent de côté. Commencer petit, mais commencer. Ils sont tellement fiers, là.
quand ils font ça jeunes. Puis moi, je suis fier d'eux, puis je suis tellement content de les accompagner là-dedans parce que, écoute, sky's the limit rendu là. Tu as le temps devant toi. De quelle façon on s'éduque financièrement aujourd'hui? Avez-vous des trucs, des façons de faire ou connaissez-vous des façons là, de s'éduquer optimalement, là, rapidement là, pour les jeunes qui nous écoutent? Bien, il y a beaucoup de livres qui se font là-dessus, puis dans toutes sortes de toutes sortes de façons, hein, parce que c'est pas vrai que c'est toujours vraiment juste plate, là, la finance. Là. Il y a des livres qui sont faits pour être le fun à lire. On est là pour ça aussi. Oui, c'est ça. Tu sais, nos clients, là, ils sont pas nécessairement éduqués au début. Là. Puis plus le temps passe, plus ils vont comprendre des choses, ils vont devenir bons. Puis on a un grand rôle à faire là-dedans. Fait que, à force de se rencontrer, mais eux, après ça, ils vont pouvoir... Hey, ça, crème, c'est quoi? Les actions, c'est quoi? Puis comment ça fonctionne? Ils vont s'éduquer eux-mêmes à cause qu'on est là pour les encadrer, faire des bonnes stratégies, mais ça les intéresse, veut pas, parce que c'est leur patrimoine à eux qu'ils vont bâtir. Je pense qu'on a un rôle à faire là-dedans. Complètement. Vraiment. Puis de rendre ça le plus vulgarisé possible aussi, parce que c'est pas vrai que c'est si compliqué que ça. Possibilité de prendre des mots faciles là, pour expliquer la finance. Ce que je comprends, c'est que vous êtes en train de me dire que vous apportez du bonheur dans la vie de vos clients. Sans arrêt, 40 heures ça qu'on semaine. Vous avez l'air heureux, en tout cas, dans votre travail. C'est le fun. On a un budget. C'est ça. On va être obligé d'aller à la pause. Vous revenir avec le mot de la fin. Bougez pas, on vous revient. Nous sommes de retour de la pause. On comprend bien aujourd'hui que les stress financiers nous impactent beaucoup sur le bonheur qu'on peut avoir. Donc, on a donné plein de conseils utiles aujourd'hui pour faire en sorte que vous soyez plus heureux. Et j'ai envie de terminer l'émission en demandant à Jade, justement, et à nos invités par la suite. Jade, est-ce que tu aurais des conseils vraiment concrets pour les gens afin qu'ils soient le plus heureux possible? Mais moi, je dirais que de changer sa vision par rapport à l'argent. L'argent, c'est un véhicule. Si on le maîtrise bien, je pense que ça peut nous rendre heureux et nous apporter beaucoup de liberté. Ah, la liberté, c'est un mot que j'adore. Jean-Philippe, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, toi, de ton côté, pour que les gens soient plus heureux avec leur argent? Bien, se connaître ses valeurs, puis d'aller chercher un conseiller, une conseillère, des gens pour nous aider à atteindre nos objectifs qui ont peut-être les mêmes valeurs que vous. Tu sais, il faut que le courant passe là, entre le conseiller puis vous. Là. Ça, c'est ultra important. Si ça passe pas, allez en voir un autre. Il faut que vous recherchiez puis que vous trouviez un sens à tout ça, que ça soit long aussi. Ça fait vraiment du sens. Julie, toi, de ton côté, un conseil pour que les gens soient bien dans leur vie là, financière, qu'ils soient heureux, pas stressés. La première étape, c'est d'ouvrir ses livres, c'est de savoir c'est quoi la situation. Bien souvent, on se ferme les yeux, on veut pas savoir, puis on a peur. Quand on voit, quand on s'intéresse, la peur diminue. C'est déjà la fin. On vous remercie d'avoir été là. On remercie aussi Humania Assurance. La semaine prochaine, on va parler d'assurance pour les enfants. Est-ce que c'est un luxe inutile ou une obligation parentale? Soyez des nôtres, ça sera un plaisir de vous revoir. Cette émission vous a été présentée par Humania Assurance.